Merci beaucoup, Christian. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Je viens d'obtenir l'autorisation de vous présenter des diapositives qui ont été validées à la fois par le ministère de l'Enseignement de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc, vous êtes les premiers à qui ces diapositives sont montrées et je remercie donc les conseillers de m'avoir donné l'autorisation de vous les montrer. Et donc en fait, la dernière ligne droite est coordonnée par deux conseillers qui sont Oriane Wagner-Ballon et François Coureau, et avec deux acteurs que sont Nanoufam pour la conférence des doyens et votre serviteur pour la coordination des collèges. Et donc, comme vous le savez, il y a des textes réglementaires qui sont là pour donner le cadre de cette réforme du second cycle. Un décret qui est paru en Conseil d'État, c'était le 7 septembre 2021, et une série d'arrêtés, un arrêté transitoire qui fixe la transition jusqu'à la mise en place de cette réforme, et puis des arrêtés qui sont un arrêté modificatif de l'organisation finalement du second cycle, un arrêté qui s'appelle épreuves, qui fixe finalement le cadre des épreuves pour les épreuves de connaissances, de compétences et du parcours. Et puis un arrêté appariement, et c'est ça dont je vais aussi vous parler aujourd'hui, qui est tout frais, et celui qui fait l'objet de cette autorisation récente de diffusion. Alors en fait, parmi les éléments en cours de publication, il y a un certain nombre d'éléments, notamment ce certificat de synthèse clinique qui se fait maintenant sous forme d'ECOS, avec une partie qui se passe en 4e, en 5e et finalement en 6e année. Éventuellement des éléments qui étaient en cours de décision, par exemple les thèmes jugés prioritaires avec des grands domaines de santé publique en DFA SM3, l'harmonisation de la proportion d'UE obligatoire qui a été finalement fixer les UE obligatoires librement choisis à 10%, et surtout donc une annexe à l'arrêté qui sera en fait le détail pour les 367 items de connaissances, des intitulés de connaissances de rang A à connaître par tout futur médecin, et de rang B qui serait donc éventuellement, si les notes y sont très bonnes et avec un coefficient augmentant, qui permettrait de s'orienter vers tel ou tel groupe de spécialités. Donc en cours de publication, dans chaque UFR, il y aura donc un pilotage national par le CNG. En pratique, c'est le CNG donc, qui va organiser les épreuves. Et ces épreuves, en fait, seront un peu différentes des épreuves actuelles où il n'y a que des questions à réponse multiples et de longs dossiers progressifs. En fait, il y aura des QRM et des QRU avec donc une réponse unique avec une meilleure réponse, des QRM avec plus de 5 propositions, des menus déroulants, éventuellement des tests de concordance de script et des crocs, des questions à réponse obligatoire courte de quelques mots. Ça, c'est des choses que vous savez déjà probablement. Je passe sur les modalités pratiques exactes de cette épreuve. Et ce qui est important, c'est qu'il y a toujours la lecture critique d'articles, avec donc une pondération particulière. Encore en cours de publication, il y a donc les ECOS. Alors les ECOS, c'est un aspect qui est très important de cette réforme, qui comporte un mot-clé qui est le mot compétences, et qui sont donc compétences évaluées en mettant en jeu des situations de départ. Et donc il y aura 10 stations. Et un jury qui sera composé pour moitié d'universitaires extérieurs à l'université dans laquelle se trouve l'étudiant. Et ça, c'est exigé par le Conseil d'État. Et puis donc, une part, on va le voir, de la note finale qui sera de 30% pour cette évaluation des compétences. Alors, ce qui est important, c'est que pour les connaissances de rang A, il est exigé que l'étudiant ait au moins 14 sur 20. Donc il y a des connaissances qu'il faut vraiment très bien connaître pour pouvoir plus tard passer dans le 3e cycle. L'étudiant va passer une première fois les épreuves de connaissances. Il y aura en même temps les connaissances de rang A et de rang B. Si jamais il avait moins de 14 sur 20, il aura à repasser ces épreuves, mais ne compteront pour la note finale
que les rangs B de la première épreuve. Il ne pourra pas repasser les rangs B lors d'une deuxième épreuve. Ce B de la première épreuve est définitif. Et pour les écos, il faudra avoir 10 sur 20. Alors, ce qui est en cours de publication, c'est les éléments de parcours. Vous savez qu'il y aura 10% de la note qui sera en fonction en fait, du parcours de l'étudiant. Alors, c'est un parcours qui concerne à la fois le cursus de médecine, donc la validation d'une unité d'enseignement facultative, mais ça peut être aussi, bien sûr, et surtout en dehors du cursus de médecine, donc d'avoir validé des années d'enseignement universitaire en dehors des formations médicales, un Master 1, un Master 2, une thèse d'université, avoir publié un article, éventuellement d'autres éléments comme la validation du E d'engagement pédagogique ou d'engagement social ou de réserve opérationnelle, et puis éventuellement l'expérience professionnelle que certains étudiants ont à côté pour gagner leur vie en même temps qu'ils mènent leurs études. On sait le grand mérite que cela représente. Et enfin, des mobilités, par exemple un stage Erasmus de 6 mois, d'1 an, qui seront valorisés. Alors, ces éléments de parcours vont être donc 10% de la note et le niveau de langue dans une langue étrangère sera également un point important. Tout ça, c'est l'idée d'avoir une plus grande hétérogénéité de nos étudiants et de valoriser ceux qui ont fait éventuellement d'autres choses que de la médecine. Donc finalement, comment ça va se passer ? 60% de la note finale sera donnée par l'épreuve de connaissances qui va s'appeler EDN, 30% par l'épreuve de compétences qui va s'appeler ECOS et 10% par le parcours personnel. Et donc, comment est-ce qu'un étudiant qui va arriver en fin de 6e année va pouvoir être orienté vers une spécialité? En fait, il va y avoir une répartition des 44 DES en 13 groupes, et on va voir comment cela s'est fait. Et en fait, il y a eu donc des réunions qui ont eu lieu au ministère de l'Enseignement supérieur récemment, à laquelle ont participé les représentants du CNGE, notamment Olivier Saint-Lary est venu à 2 réunions qui ont été extrêmement productives avec des représentants de certains autres collèges. Et on a pris sur l'ensemble des 367 items, l'ensemble des intitulés de connaissances de rang B. Donc ça représentait un gros travail et on a tous ensemble défini ce qu'était finalement le périmètre probable de chaque spécialité et ensuite comment on pouvait grouper les spécialités. Et donc, ça permet de définir une liste d'items par groupe de spécialités. Et finalement, potentiellement, un étudiant qui va passer son épreuve, eh bien, il pourra avoir 13 classements dans 13 groupes. Il fera le choix d'un ou de 2 groupes. Mais si jamais un jour, par exemple, il souhaitait changer, ça donne la perspective pour un droit au remords d'avoir un classement potentiel dans d'autres groupes. Ça, ce n'est pas du tout acté, mais ça vous dit qu'on est en train de réfléchir déjà à la suite. Donc, Christian vous a montré cette diapositive avec la médecine générale qui est seule, mais parce qu'elle a beaucoup d'items. Elle a un champ de connaissances à acquérir qui est large, mais vous voyez que pour des spécialités médicales transversales, on a une centaine d'items pour 6 spécialités. Et pour des spécialités chirurgicales qui sont thoraco-abdominopelvien et membres, eh bien, c'est là aussi 7 spécialités chirurgicales. Donc il y a des groupes qui sont conséquents. Pour aller très vite, si vous regardez finalement, ce qui a été le fil conducteur, c'est d'arriver à un total d'items qui ne soit pas trop élevé, inférieur à 27% du total, parce que la réforme doit être bienveillante. L'étudiant ne doit pas avoir en 1 an de moins, puisqu'ils passeront cette épreuve de connaissances au début de la 6e année, avoir à apprendre encore plus de choses que préalablement. Et donc l'idée, c'est qu'il possède parfaitement les rangs A, mais travaillera mieux les rangs B du domaine qu'il envisage de pratiquer plus tard, donc du groupe de DES qui l'intéresse particulièrement. Donc pour la MIR, par exemple, médecine intensive réanimation, l'anesthésie réanimation, la médecine d'urgence, vous voyez qu'ils ont 34 items en commun, un très grand nombre d'items en commun, avec des items qui sont spécifiques d'un DES ou de l'autre, et que ça arrive à 81 au total. Si vous prenez par exemple un autre groupe, psychiatrie, neurologie, médecine physique et réadaptation, aucun item en commun, mais des items partagés 2 à 2, avec un grand nombre finalement d'items qui sont spécifiques d'un DES donné, et un total à 84 aussi. Donc maintenant, quand on dit que cette réforme doit être bienveillante, c'est qu'est-ce que disent les étudiants ? Les étudiants, à la fin d'un staff, je leur ai dit dans le service, alors c'est biaisé, ils sont dans un service, moi je suis interniste, donc ils ont choisi de venir dans un service de médecine interne,
Il y en a la moitié, sur une vingtaine, qui disaient « moi je sais quelle spécialité je veux faire », ou alors ils voulaient une spécialité ou une autre, mais qui était dans le même groupe. Donc eux, je les ai mis de côté, et j'ai pris tous ceux qui posaient un problème, parce qu'ils voulaient une spécialité ou une autre qui n'était pas dans le même groupe. Pédiatrie ou médecine générale ou médecine d'urgence, médecine générale ou gériatrie, des questions que se posent les étudiants volontiers, et puis d'autres questions. Et vous voyez que si on prend médecine générale ou pédiatrie, finalement ça fait 128 items, ça fait 35% du programme. Donc cette hésitation, elle fait qu'il doit travailler un tiers du programme DB parfaitement, et elle reste bienveillante, cette réforme. Si on prend médecine générale ou médecine d'urgence, pas exceptionnel, eh bien 39% du total. Vous arrivez à néphrologie ou médecine intensive réanimation, 33%. Néphrologie ou médecine interne et immunologie clinique, 40%. Je veux faire de la chirurgie, mais j'hésite entre ORL et orthopédie, m'a dit un de mes externes. Eh bien, c'est toute la chirurgie, 38%. Médecine générale ou gériatrie, 40%. C'est un des pourcentages les plus élevés, mais on n'est jamais au-dessus de 40%. Donc voilà, j'ai fini. J'espère vous avoir donné une petite mise en perspective de ce que va être cette réforme du second cycle.